bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors une chronique taraborienne dans laquelle on va s'intéresser un petit peu à la notion d'archétype, de cliché et d'une manière peut-être un peu plus générale, comment à travers ces outils et la création de personnages, on peut inciter les joueurs à s'investir dans le jeu profond et s'investir dans en fait l'épaisseur psychologique de leur personnage. Alors je me suis ce qui m'a amené cette réflexion, c'est toujours en parcourant la série des ouvrages sur le Conan OGL et notamment ce qui se rapporte à la création de personnages. Du coup, les notions que je vais aborder en fait sont c'est possible de les transposer dans tous les jeux dès lors qu'il y a un peu de crunch quand même au niveau de la création de perso. Là, ça va être centré et du coup, je mettrai ça, je pense, dans la playlist qui se rapporte à la Sword and Sorcery, où j'exhume un peu les différents ouvrages de Conan OGL parus chez Mongoose Publishing. Alors, ce qui se passe en fait, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que lorsqu'on est dans des jeux qui incitent à du build, alors bien sûr ça représente quelque chose qui plaît généralement aux joueurs, j'entends aux joueurs qui aiment ce genre de jeu, parce qu'il y a une partie de ce que ça met en jeu qui réclament un investissement, qui font que les joueurs vont aller choisir dans les manuels les dons qu'ils vont avoir, la répartition de leurs caractéristiques, etc., etc. C'est pas un problème en soi, si ce n'est que généralement, une fois que les joueurs ont été très investis dans cette partie de la création de leur personnage, du coup, ça a quand même tendance à les orienter, à mettre ça comme une priorité dans la façon qu'ils auront par la suite d'interpréter leur personnage. Bon, certains joueurs peuvent arriver à passer outre. J'ai quand même remarqué au cours des nombreuses parties que j'ai menées que généralement ça les oriente quand même et du coup ça va pas vraiment dans le sens de ce que personnellement j'aime bien émuler dans mes tables de jeu. Alors, par exemple, si on prend le cas précis de la création de personnages dans les fameuses règles de Mongoose Publishing Conan OGL, eh bien, vous avez plusieurs méthodes pour créer des personnages. En gros, ils vont être définis par une culture, un archétype, ou une classe, hein, voilà, c'est ce qui correspond à ça, et puis des caractéristiques auxquelles vont venir s'ajouter des bonus, des mécaniques, des dons, etc., qui eux vont être variables et certains vont apparaître qu'à partir de certains niveaux, etc. Alors à partir de là, pour l'obtention des caractéristiques, on nous propose plusieurs modèles. Il y a un modèle qui est apparu, j'allais dire, il y a quelques années déjà maintenant, mais enfin c'est plutôt quand même seconde voire troisième génération de jeux de rôle, qui est un modèle qui en fait va donner beaucoup l'initiative aux joueurs et va leur permettre d'allouer un certain nombre de points parmi leurs caractéristiques. Ce modèle présente des avantages. Il permet notamment d'avoir un équilibre meilleur entre les personnages d'une même partie. C'est-à-dire que si vous donnez bien évidemment 15 points à répartir à chacun des personnages, eh ben on pourra convenir qu'en réalité ces personnages sont entre guillemets de force équivalente, de puissance équivalente. Alors ça c'est l'avantage. Le gros des intérêts c'est que tout de suite, donc comme je vous le disais, vous orientez vos joueurs vers alors moi je vais faire un guerrier, donc je vais mettre pas mal en force, en même temps il faut qu'il soit dextre, s'il a une bonne constitution il aura plus de points de vie, et en fait ça va faire l'effet comment dirais-je, ça va faire l'effet un peu comme en musique, un compresseur. En fait, la logique sous-tendue par les mécaniques de jeu va faire en sorte que vous allez, au lieu d'avoir une richesse et une étendue de personnages possibles, les joueurs, et notamment les minimaxeurs, mais même les autres, vont forcément être impactés par la logique de ces mécaniques, et du coup, vous allez avoir tous les guerriers qui ont un petit peu mis la priorité en mettant les points dans les bonnes compétences,
compétences. En l'occurrence, Conan EGL, on a la force qui est très importante. On a également l'intelligence qui va permettre d'avoir accès à certaines manœuvres de combat. Je crois qu'il faut 13 minimum en intelligence. Et comme l'intérêt d'un guerrier, c'est de pouvoir avoir des alternatives tactiques durant sa période de combat, on comprend bien que beaucoup de joueurs vont s'y atteler également. Ensuite, on va retrouver alors la dextérité beaucoup moins qu'à DD5 ou Pathfinder, puisqu'avec ce système de parade et de dodge, qui sont deux façons d'esquiver les coups différentes, en réalité, la dextérité, elle intervient surtout sur le dodge. Quelqu'un qui va se faire un guerrier, qui va choisir de miser plus sur sa parade, va moins se servir de sa dextérité puisqu'elle ne rentre pas en compte là-dessus. Ceci dit, elle est encore importante pour l'initiative et puis pour les défenses en dodge. Et évidemment, les personnages vont également mettre des points dans leur constitution, ce qui va leur permettre d'avoir des bonus et d'avoir une réserve d'énergie vitale suffisante pour pouvoir jouer un peu le rôle de tank au combat. Alors d'un point de vue mécanique, ça fonctionne, ça fait des personnages cohérents. Pour autant, il y a 2-3 petites choses qui me gênent là-dedans. C'est pourquoi je préfère l'autre méthode. Alors ça, c'est une méthode, d'ailleurs dans tous les jeux OSR, c'est quasiment systématiquement repris. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'ils sont restés là-dessus dans les jeux OSR. Alors au départ, ça paraît un peu plus limitatif, c'est-à-dire que les caractéristiques sont tirées au sort. Généralement, pour des jeux type D&D-like, où on a 6 caractéristiques, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme, généralement, on va tirer pour chacune d'elles 4 des 6 et garder les 3 meilleurs. Après, selon les jeux, c'est plus ou moins difficile. Vous avez vraiment les vieux jeux OSR qui veulent vraiment émuler le côté gritty, le côté, comment dire, le côté un peu aussi aléatoire de la naissance d'un personnage. Vous les tirez dans l'ordre et vous les laissez dans l'ordre. C'est-à-dire que vous faites vos tirages, à chaque fois vous enlevez le dé le plus faible sur les 4 dés que vous jouez, et puis le premier résultat sera en force, le deuxième en dextérité, le troisième en constitution, etc., etc. Alors pourquoi je préfère cette méthode? Parce que cette méthode, déjà, alors c'est sûr, elle ne garantit pas une égalité de puissance des personnages. Mais finalement, quand on y réfléchit, est-ce que ce qui fait pas aussi un peu le sel d'une entre guillemets troupe de personnages, c'est pas justement d'avoir des forts et des faibles? Si on s'intéresse un petit peu à tout ce qui va concerner en psychologie la dynamique des groupes, on s'aperçoit qu'en réalité, plus on va avoir un groupe varié, plus la dynamique du groupe va changer, et donc ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de masse ou l'intelligence du groupe va varier. Donc déjà de ce point de vue-là, moi je trouve ça plus profitable, et puis ça va vous permettre également de sortir des archétypes. C'est-à-dire que si on considère maintenant le jeu profond, moi je pense, et alors ça n'engage que moi, éventuellement faites-moi part de vos commentaires, dans vos commentaires de ce que vous en pensez. Moi je trouve que pour l'intérêt de la table, pour tout ce qui va être séquence de jeu profond, développement psychologique du personnage, ses réactions, ses motivations, etc., c'est-à-dire tout ce qui va être vraiment beaucoup moins basé sur le crunch, il est plus intéressant d'avoir à la table un voleur maladroit ou un guerrier qui n'est pas spécialement costaud. Je vous invite à réfléchir à ça, et vous verrez que c'est aussi ça qui va permettre au sein d'un même archétype d'avoir toute une palette. Parce que si vous restez sur la logique de la répartition des points et du build, vous allez avoir systématiquement la même logique qui va prévaloir chez tous vos joueurs, en tout cas tous ceux qui connaissent suffisamment la logique du jeu pour builder leur personnage de façon qui leur apparaissent, entre guillemets, la plus optimale ou la plus convenir à l'archétype. Eh bien, en réalité, ce que vous allez gagner en puissance sur ces mécaniques, vous le perdez en opportunité
sur, j'allais dire, faire émerger des personnages avec qui sont pas monsieur et madame tout le monde, qui sont pas un guerrier costaud et avec une bonne constitution. Parce que ça, quand vous regardez, encore une fois, je vous invite à réfléchir par rapport aux parties que vous avez menées. Vous l'avez tous joué, la troupe avec le guerrier qui a 18 en force, 16 en constitution, etc. Quand avez-vous joué une troupe où le guerrier n'a que 14 en force? Je vous pose la question. Et pour autant, est-ce que c'est inintéressant à partir du moment où vous savez, quand vous préparez votre scénario et vos séances de jeu, que vous adaptez un peu l'adversité, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Moi, je signe dès demain pour dire que c'est beaucoup plus intéressant en termes de narration, de ce qui va se passer, en termes de psychologie des personnages autour de la table, avec quelque chose qui s'éloigne des archétypes. Et en plus, encore une fois, je vous le dis, en procédant de la sorte, vous aurez moins de similitudes entre les personnages de la même classe. Dans un jeu comme Conan, ça me semble particulièrement important, puisque beaucoup des classes sont plus ou moins des sous-classes de guerriers. C'est-à-dire qu'entre le mercenaire, le soldat, le barbare, on s'aperçoit que c'est des classes propres qui vont avoir des dons propres, une progression différente pour chaque personnage, mais en réalité, ils font tous partie de la même famille, de la grande famille des combattants. Donc vous risquez à votre table d'avoir, sur 5 personnages, 2, peut-être 3 personnages qui appartiennent à cette famille. Et s'ils ont été buildés dans la même logique, vous allez avoir une espèce de réplique, un phénomène de réplication qui vont, je pense, enlever un peu de la richesse à vos jeux. Donc, moi, je m'oriente là-dessus. Je pense que ça va faire naître des choses intéressantes. Alors j'ai fait je pense que je ferai une espèce de mix, c'est-à-dire que j'ai tiré une trentaine de profils de caractéristiques dans l'ordre, en tirant à chaque fois 6 caractéristiques, 4d6 pour chacune d'elles, et j'enlève le d6 le moins bon. Et ensuite, une fois que j'ai ces 30 silhouettes, en fait, en termes de caractéristiques, je vais quand même enlever les plus mauvaises, les 10 plus mauvaises, et puis je pense que lors de la création de personnages, je ferai tirer au sort à chacun des personnages des joueurs présents, et du coup, ils auront directement leurs caractéristiques qui sont fixées. Alors ce sont des caractéristiques de base. J'autoriserai une chose, c'est de permuter 2 caractéristiques, ce qui permet encore une fois aux joueurs d'avoir l'opportunité quand même de s'orienter vers une classe, parce que par exemple si vous avez un lot de caractéristiques, vous voulez jouer un guerrier, vous avez un lot de caractéristiques avec 6 en force. Bon, là effectivement ça devient un peu handicapant, et en termes de verisimilitude, pourquoi un personnage qui aurait 6 en force irait choisir de s'inscrire dans la caste des combattants? Là, on est sur une espèce de non-sens. Donc là, vous pourrez permuter votre 6 en force avec une autre caractéristique, un 14, un 15, un 16, que sais-je, qui traîne ailleurs, et quand même faire un guerrier. Mais ça s'arrêtera là. Et puis, vous avez également, en termes de culture, certains peuples qui, alors pas tous d'ailleurs, à l'inverse des 5 qui se veut très équilibré, ou de Pathfinder où vraiment on est sur le build, l'équilibre, etc. Où vous allez avoir donc quelques cultures qui permettent d'aller chercher un petit bonus. Généralement, vous avez un bonus et un malus. Bon, voilà. Moi, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée aussi de destinée. On le sait tous, les êtres humains, on peut le déplorer, mais en tout cas, nous ne naissons pas égaux. Il y a des forts, il y a des grands, il y a des petits, il y a des intelligents, il y a des un peu moins intelligents, il y a des dextres, il y a des personnes agiles, il y a des voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant de préserver cette richesse dans les JDR. Par conséquent, moi je trouve que c'est une erreur, les JDR qui ont tendance à tout niveler. C'est d'ailleurs, mais ça fera vraisemblablement l'objet d'une autre vidéo, c'est d'ailleurs une critique aussi qu'on peut faire sur les jeux un peu plus rules light, où en réalité, lorsque vous avez des caractéristiques qui sont définies sur de petites échelles, eh ben on s'aperçoit qu'en fait tous les persos sont un petit peu équivalents. C'est-à-dire que quand vous avez des jeux où votre caractéristique elle oscille entre -2
Et plus 3, bah c'est pas souvent, enfin moi je trouve que ça fonctionne pas. Voilà, je trouve que c'est un écueil qui montre un peu les limites. Alors ça fonctionne, mais en fait c'est très limitatif. Vous enlevez de la granularité, et moi je pense que cette granularité, elle n'est pas, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que c'est à partir de cela que les joueurs aussi vont envisager leurs personnages d'une manière différente. Si vous diminuez un petit peu leurs options de build, qu'est-ce qui va se passer? Pour s'approprier le personnage, vos joueurs vont être obligés de réfléchir à d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'attacher peut-être un petit peu plus au background de leur personnage, ou à la façon de penser, aux motivations de leur personnage, beaucoup plus que si vous leur si vous leur donnez trop de possibilités sur le build. Si vous leur donnez trop de possibilités sur le build, je vous invite à faire l'expérience, vous verrez que ça va mettre les joueurs dans une logique qui n'est pas la bonne. Et même si vous expliquez à vos joueurs que pour cette proposition précise, vous souhaitez mettre un peu de côté l'aspect crunch et caractéristique et plutôt se concentrer sur tout ce qui va être épaisseur, psychologique, motivation, background du personnage, de manière à favoriser le jeu profond, ben ça suffit pas de le proposer comme ça à vos joueurs. Moi, je pense que ça fait partie des messages, si vous voulez vraiment orienter votre table dans ce sens-là, ça fait partie des messages qui doivent s'accompagner d'outils pour favoriser ce genre de choses. Et je vous le dis, voilà, ma réflexion aujourd'hui, j'en suis persuadé, elle est de vraiment limiter le build au maximum. C'est-à-dire qu'ils pourront encore choisir leur équipement, ils pourront encore choisir leurs dons. Malgré tout, il ne faut pas non plus que vos personnages aient une marge de manœuvre trop faible. Auquel cas, là, il y aurait un désinvestissement, puisqu'à un moment, le joueur il se dirait, bon, en fait, c'est pas vraiment mon personnage. Donc, il faut rien imposer, je pense, en tout cas. Il faut rien imposer aux joueurs, mais il ne faut pas non plus favoriser quelque chose qui va aller contre ce que vous voulez mettre en jeu à la table. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, éventuellement dans les commentaires me faire un petit retour sur la façon dont vous procédez ou tout simplement ce que cette vidéo vous a évoqué, ce que vous en pensez. Voilà, c'est toujours intéressant de partager. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end à vous, au revoir.